Le téléphone a sonné un dimanche matin. C'était Antoine. Sa voix était toujours pressée, comme s'il me parlait depuis une voiture en mouvement, même quand il était assis dans son salon en cuir. Il y avait une sorte d'impatience polie dans son ton, le genre qu'on réserve aux obligations. « Papa, juste pour te dire qu'on passe déjeuner. Sylvie a fait une quiche. N'achète rien. On arrive vers midi. » Il n'a pas attendu de réponse. Il n'en attendait jamais. J'ai raccroché le combiné, le plastique lourd et froid dans ma main. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le couloir semblait s'accélérer. Un déjeuner du dimanche. Autrefois, c'était une fête. La maison embaumait le rôti, les rires de ma femme, Élise, emplissaient la cuisine. Aujourd'hui, c'était une inspection. Une visite de courtoisie qui ressemblait à une évaluation. Je me suis levé de mon fauteuil. Mes articulations ont protesté, un concert de craquements discrets. J'ai regardé par la fenêtre. Les vignes s'étendaient en rangées parfaites, un héritage de mon père et du père de mon père avant lui. J'avais passé ma vie sur cette terre. Mes mains emportaient les cartes, les lignes de terre incrustées dans la peau, les callosités formées par des décennies de travail. Ils sont arrivés à 12h15. Antoine conduisait une voiture allemande, grise et silencieuse, qui semblait déplacée sur le chemin de terre menant à la ferme. Sylvie en est sortie la première, portant la quiche comme un trophée. Elle était élégante, toujours, dans des vêtements qui n'avaient rien à faire à la campagne. Le déjeuner s'est déroulé comme tous les autres. On a parlé de leur travail, de leurs vacances en Grèce, de la nouvelle extension de leur maison en banlieue. Ils ont parlé de tout ce qui était nouveau, rapide, efficace. Mes histoires sur la météo ou la santé de mes rosiers semblaient des interruptions d'un autre âge. Je me contentais d'écouter, de hocher la tête. Je suis devenu un expert en silence. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de tout ce qui ne peut être dit. Après le café, Antoine s'est levé. Il a fait le tour de la table, les mains dans les poches, inspectant la pièce comme un agent immobilier. On devrait vraiment penser à moderniser un peu tout ça, papa. Ces vieux meubles. Ils sont pleins de souvenirs, je sais, mais ce n'est plus pratique. Sylvie a renchéri, avec un petit sourire qui se voulait compatissant. On pourrait t'aider à trier. Ça te ferait de l'air. Moins de poussière. Je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé mon reflet dans la vitre de l'armoire normande qu'Élise aimait tant. Puis le regard d'Antoine s'est posé sur la porte de la grange, visible depuis la cuisine. D'ailleurs, en parlant de tri, ton vieux tracteur rouille dans la grange. Il faut le vendre. La phrase est tombée sur la table, entre la tasse de café vide et les miettes de la quiche. Elle n'était pas agressive. Elle était pire. Elle était pratique. Logique. Il prend une place folle, a continué Antoine, et il ne sert plus à rien depuis 20 ans. On pourrait en tirer quelques centaines d'euros à la ferraille. Ça nous ferait un peu de place et un peu d'argent. Sylvie a hoché la tête avec conviction. Oui, c'est une antiquité inutile. On a besoin de simplicité, de rationaliser les choses. C'est un poids mort. Ferraille. Inutile. Poids mort. Les mots ont résonné dans ma tête. Il ne parlait pas seulement du tracteur. Je le savais. Il parlait de tout ce qui était vieux, lent, usé. Il parlait de moi. Je n'ai pas bougé. Mes mains, posées sur la table, ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai senti une froideur s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas un Massey Ferguson rouge et gris qu'il voyait. C'était un tas de rouille. Il ne voyait pas mon père, le dos courbé sur le moteur, les mains noires de graisse, m'expliquant le fonctionnement du distributeur. Il ne se souvenait pas de moi, à 10 ans, assis sur ses genoux, tenant le grand volant avec une fierté immense. Il ne voyait pas les récoltes qu'il avait sauvées, les hivers où il avait déneigé la route du village. Il voyait un obstacle, un problème à résoudre, une ligne dans un tableur de leur vie bien organisée. J'ai pris ma tasse. Je l'ai portée à mes lèvres, buvant la dernière goutte de café froid. Le goût était amer. Profondément amer. Je verrai, ai-je dit. Ma voix était neutre. Vide. C'était la seule réponse possible. La seule qui me permettait de garder ce qui me restait de dignité. Ils ont pris mon silence pour un accord. Ils se sont levés, satisfaits d'avoir géré la situation. Sylvie m'a embrassé sur la joue. Son parfum était cher et artificiel. Prends soin de toi, Jean-Luc.
Appelle-nous si tu as besoin d'aide pour le ferrailleur. » Ils sont repartis dans leur voiture silencieuse, laissant derrière eux un nuage de poussière et un silence assourdissant. Je suis resté seul dans la cuisine. L'horloge continuait son tic-tac implacable. Mais quelque chose s'était brisé. Pas en moi. Autour de moi. La fine pellicule de déni, de patience, d'habitude, venait de se fissurer pour de bon. Fair ale. Le mot tournait en boucle dans mon esprit. Ils voulaient vendre mes souvenirs au poids. Après leur départ, la maison m'a semblé trop grande. Trop silencieuse. Chaque objet me rappelait l'Élise, le temps passé. Mais aujourd'hui, ce n'était pas la nostalgie qui pesait. C'était autre chose. Une sorte de clarté froide, douloureuse. Je suis sorti. L'air de l'après-midi était doux. J'ai traversé la cour et je me suis dirigé vers la grange. La grande porte en bois a grincé sur ses gonds, comme une plainte. À l'intérieur, l'odeur était la même depuis 50 ans. Un mélange de foin sec, de terre humide, de métal froid et d'huile de moteur. Des raies de lumière perçaient à travers les planches disjointes, dessinant des lignes dorées dans la pénombre poussiéreuse. Et il était là, au fond, recouvert d'une vieille bâche bleue, craquelée par le temps. Je me suis approché lentement. Mes pas soulevaient de petits nuages de poussière qui dansaient dans la lumière. J'ai attrapé un coin de la bâche. Elle était raide, cassante. Je l'ai tirée. Le son du tissu glissant sur le métal a résonné sous la haute charpente. Le Massey Ferguson est apparu. Sa peinture rouge était écaillée, laissant voir des plaques de rouille orange. Les pneus étaient à plat, craquelés comme de la vieille peau. Le siège en métal était piqué de corrosion. Il avait l'air fatigué. Vaincu. Un monument à l'abandon. Un poids mort. Le mot de Sylvie m'est revenu. J'ai posé ma main sur le capot. Le métal était froid, même dans la tiédeur de la grange. J'ai fermé les yeux. Et les images sont revenues, non pas comme des souvenirs vagues, mais avec une précision féroce. Mon père, riant, le visage luisant de sueur, après avoir labouré le grand champ en une seule journée. Moi, adolescent, apprenant à manœuvrer la charrue, sentant la puissance de la machine vibrer à travers mes pieds. Le jour de mon mariage, où nous avions accroché des rubans blancs au volant pour la photo. Les fois où j'avais emmené Antoine, tout petit, faire un tour, son rire aigu se mêlant au bruit du moteur. Il croyait que j'avais oublié. Il avait oublié. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. La colère est une flamme chaude, rapide. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Une sorte de résolution. Une décision qui prenait racine dans le sol même de mon être. Il ne ferait pas ça. Il ne réduirait pas cette histoire, mon histoire, à une facture de ferrailleur. J'ai fait le tour du tracteur. J'ai tapoté le pneu affaissé. J'ai soulevé le capot lourd. Le moteur était là, un bloc de fonte et d'acier couvert d'une épaisse couche de crasse et de toile d'araignée. Mais il était complet. Rien ne manquait. Je suis resté là, debout dans le silence de la grange, pendant un long moment. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que moi, ce tracteur, et le fantôme de mon père. La décision n'a pas été formulée avec des mots. C'était un alignement. Un redressement de la colonne vertébrale. Une certitude silencieuse. Je vais le réparer. Pas pour eux. Pas pour leur prouver quoi que ce soit. Je n'avais plus rien à leur prouver. Je le ferai pour moi. Pour mon père. Pour que quelque chose de vrai, de solide, survive au milieu de leur monde de simplicité et de rationalisation. J'ai refermé le capot. Le bruit sec a scellé ma décision. Je suis sorti de la grange, laissant la porte entr'ouverte. La lumière du soir commençait à dorer les feuilles des vignes. J'ai respiré profondément. L'air n'avait pas changé. C'est moi qui avais changé. La longue attente était terminée. Le travail allait commencer. Le lendemain, ma routine a changé. Pour la première fois depuis des années, je ne suis pas allé à la boulangerie du village. J'ai fait mon café moi-même, fort et noir. Le silence de la cuisine n'était plus oppressant. Il était devenu un espace de concentration. Mon premier geste n'a pas été pour le tracteur. Il a été pour mes outils. Je suis descendu à la cave, où mon père gardait son vieil établi. La boîte à outils en métal était là, sur une étagère. Elle était lourde. Je l'ai posée sur l'établi et je l'ai ouverte. L'odeur de l'huile et du métal m'a accueilli. Chaque outil était à sa place, dans son logement de feutre usé.
Des clés plates, des tournevis au manche en bois, des pinces robustes. Les outils d'une vie. J'ai passé la matinée à les nettoyer. Un par un. Je les ai essuyés avec un chiffon imbibé d'huile, enlevant des années de poussière et de légères traces de rouille. C'était un rituel. Une préparation. Chaque outil que je tenais dans ma main était une promesse. La promesse de réparer ce qui avait été négligé. L'après-midi, je suis allé au village. Pas chez le ferrailleur. Je me suis garé devant le magasin de pièces agricoles, celui que le jeune Rémillard avait repris après son père. J'avais une liste, écrite sur un bout de carnet. Une batterie neuve. Des bougies d'allumage. Des filtres à huile et à gazole. Des courroies. Rémillard m'a regardé avec un mélange de curiosité et de respect. C'est pour le vieux Massey, monsieur Dubois? Je pensais qu'il ne tournait plus depuis longtemps. Il va retourner, ai-je simplement répondu. Je n'ai rien expliqué de plus. Je n'en avais pas besoin. Il a hoché la tête et est parti chercher les pièces dans son arrière-boutique. J'ai payé en liquide, avec l'argent de ma petite retraite. L'argent qu'Antoine et Sylvie ne géraient pas. Mon argent. De retour à la ferme, j'ai tout entreposé dans la grange. Le vrai travail a commencé. J'ai d'abord vidé le vieux gazole du réservoir. Il sentait le vernis. Une boue épaisse tapissait le fond. J'ai passé des heures à nettoyer le circuit d'alimentation, à souffler dans les tuyaux, à démonter le carburateur pièce par pièce sur un journal étalé au sol. Mes mains, qui avaient perdu l'habitude de ce travail précis, étaient maladroites au début. Mais la mémoire du métal est revenue. Les gestes de mon père, que j'avais observés des centaines de fois, me sont revenus comme s'il était là, à me guider par-dessus mon épaule. J'ai changé les filtres. J'ai installé les bougies neuves, les serrant juste ce qu'il fallait. J'ai mis la batterie en place, ses bornes propres et brillantes contrastant avec la rouille environnante. Chaque tâche était un pas. Chaque écrou serré était une petite victoire. Je travaillais du matin au soir. Je mangeais un morceau de pain et de fromage sur l'établi, à côté du moteur. Je ne regardais plus la télévision. Je n'écoutais plus la radio. Le seul son était le cliquetis de mes outils, le grincement d'une vis récalcitrante, mon propre souffle dans le silence de la grange. Antoine a appelé une semaine plus tard. Sa voix était encore plus pressée que d'habitude. « Alors, papa, tu as appelé le ferrailleur pour le tracteur? J'ai un contact si tu veux, il peut passer la semaine prochaine. » J'ai essuyé la graisse de mes mains sur un chiffon avant de répondre. « Je m'en occupe, Antoine. » « Tu t'en occupes comment? Il faut juste un coup de fil, ce n'est pas compliqué. »« C'est en cours, » ai-je dit. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. De l'agacement. De l'incompréhension. « Bon, fais comme tu veux. Mais ne laisse pas traîner ça pendant des mois. » J'ai raccroché. Je n'ai ressenti ni colère, ni triomphe. Juste la confirmation que je faisais ce qu'il fallait. Mon silence était devenu ma forteresse. Il pouvait l'interpréter comme il voulait. L'important n'était pas ce qu'il pensait, mais ce que je faisais. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai refait le circuit électrique, remplaçant les vieux fils cassants. J'ai démonté les freins, nettoyé les tambours. J'ai même réussi à trouver 4 pneus d'occasion en bon état chez un fermier à la retraite de l'autre côté de la colline. Les monter seul a été une épreuve. J'ai utilisé des leviers, ma force, et beaucoup de jurons silencieux. J'ai fini en sueur, le dos en compote, mais les 4 roues étaient en place. Le tracteur se tenait à nouveau droit. Le jour est arrivé où je devais essayer de le démarrer. J'étais nerveux. J'ai tout vérifié une dernière fois. Le niveau d'huile. Le gazole propre dans le réservoir. J'ai grimpé sur le siège en métal. J'ai tourné la clé de contact. Les voyants du tableau de bord, que j'avais nettoyé, se sont allumés. Un faible lueur rouge. J'ai tiré le démarreur. Le moteur a toussé une fois. Un son rauque, asthmatique. Puis un long gémissement du démarreur. Rien. J'ai réessayé. Même chose. Mon cœur s'est serré. Et si Sylvie avait raison? Et si ce n'était qu'un tas de ferraille inutile? Et si je n'étais qu'un vieil homme têtu perdant son temps? J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à mon père. Il faut le préchauffer plus longtemps, Jean-Luc. Sois patient avec la vieille mécanique. J'ai attendu. 1 minute. 2. J'ai réessayé. Le moteur a toussé,
a craché une fumée noire, puis, avec un hoquet, il a pris un cylindre, puis deux. Le bruit était chaotique, instable. Mais il tournait. Il a tremblé, a vibré, et soudain, le rythme s'est stabilisé. Un son grave, profond, régulier. Le son de ma jeunesse. Un sourire a fendu mon visage couvert de suie. Je l'ai laissé tourner quelques minutes, écoutant le chant du moteur ressuscité. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce n'était pas de la ferraille. C'était un cœur qui battait à nouveau. Et le mien, avec lui. Un samedi après-midi, alors que je polissais le capot du tracteur, une silhouette s'est dessinée dans l'encadrement de la porte de la grange. C'était Léo, mon petit-fils. Le fils d'Antoine. Il avait 16 ans. Il venait rarement seul. Pépé. Il est entré timidement. Ses yeux se sont écarquillés en voyant le tracteur. Il ne l'avait jamais vu autrement que comme une forme indistincte sous une bâche. Maintenant, il était là, propre, les pneus gonflés, brillant sous la lumière. Ouah, c'est le vieux tracteur? C'est lui, ai-je dit, en continuant à frotter avec mon chiffon. Il s'est approché, fasciné. Il a passé la main sur le garde-boue rouge. Il n'a pas vu un objet inutile. Il a vu une machine incroyable. Papa m'a dit que tu allais le vendre à la casse. Sa voix était celle d'un enfant qui découvre que les adultes mentent. Ton père et moi n'avons pas la même définition de ce qui a de la valeur, ai-je répondu sans le regarder. Léo n'a pas insisté. Il a fait le tour du tracteur, posant des questions. C'est quoi, ce levier? Et ça sert à quoi? Je lui ai expliqué. Le relevage hydraulique. La prise de force. Je lui ai raconté comment son arrière-grand-père, Marcel, avait acheté ce tracteur juste après la guerre. C'était le premier du village. Une révolution. Je lui ai raconté les histoires que son père ne voulait plus entendre. Il a écouté. Vraiment écouté. Ses yeux brillaient. C'est celui de Pépé Marcel? Vraiment? C'est son tracteur. Il l'a conduit jusqu'à son dernier jour. Léo est resté silencieux un moment. Il a regardé la machine, puis il m'a regardé, moi, couvert de graisse et de fierté. C'est incroyable, Pépé. Tu as fait tout ça tout seul? Presque. Tu devrais le montrer à tout le monde. C'est un morceau d'histoire. Un morceau d'histoire. Pas une antiquité inutile. Leo voyait. Il comprenait sans que j'aie besoin de lui expliquer. À cet instant, dans cette grange poussiéreuse, un pont s'est créé entre nous. Un pont qui enjambait une génération d'incompréhension. Il est resté avec moi tout l'après-midi. Il m'a aidé à nettoyer les jantes. Il n'avait pas peur de se salir. Il m'a posé d'autres questions. Sur la ferme, avant. Sur sa grand-mère Élise. Sur ma vie. Des questions que son père ne posait plus depuis longtemps. Quand il est parti, le soleil se couchait. Il s'est retourné sur le seuil de la grange. Je suis content que tu ne l'aies pas vendu, Pépé. Vraiment. Cette simple phrase a validé des semaines de travail acharné. Elle a guéri une partie de la blessure que les mots de son père avaient laissée. Je n'étais pas seul. Quelqu'un voyait. Et c'était suffisant. L'idée de Léo a germé en moi. Un morceau d'histoire. Le tracteur n'était pas seulement mon histoire. C'était celle du village. Le lundi suivant, j'ai mis ma plus belle chemise et je suis allé à la mairie. J'ai demandé à voir le maire, Monsieur Martin. C'est un homme de mon âge, un fils de paysan lui aussi. Nous avons joué à la belote ensemble pendant des années. Il m'a reçu dans son bureau qui sentait le papier et le café. Jean-Luc, qu'est-ce qui m'amène l'honneur? Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai remis en état le vieux Massey Ferguson de mon père. Celui de 1948. Il tourne comme une horloge. Les yeux de Martin se sont illuminés. Pas possible. Je me souviens de ce tracteur. Ton père a déneigé tout le village avec, pendant l'hiver 56. C'est celui-là même. Voilà, je sais que vous essayez de monter un petit musée agricole dans l'ancienne coopérative. Il s'est penché en avant, comprenant où je voulais en venir. Je voudrais vous le donner. Le donner à la commune. Pour qu'il reste ici. Pour que les jeunes voient comment on travaillait avant. Le maire est resté silencieux un instant. Il était ému. Il s'est levé,
a fait le tour de son bureau et m'a serré la main. Une poignée de main franche, solide. Jean-Luc, c'est un cadeau magnifique. Pour nous tous. On l'accepte. Avec une immense gratitude. Nous avons signé les papiers. Un acte de donation simple. C'était fait. Le tracteur n'était plus à moi. Il appartenait à la mémoire collective. En le donnant, je ne le perdais pas. Je le protégeais. Pour toujours. Le dimanche suivant, la voiture grise et silencieuse s'est de nouveau garée dans la cour. Antoine et Sylvie sont sortis. Je les attendais, assis sur le banc devant la maison. Antoine a balayé la cour du regard, puis a regardé vers la grange dont la porte était grande ouverte. Il a vu l'espace vide. Un sourire de soulagement a éclairé son visage. « Ah, tu l'as vendu. Enfin, tu vois, quand tu veux. C'était pas si compliqué. On a reçu l'argent. Je ne me suis pas levé. Je les ai regardés s'approcher. J'étais calme. Une tranquillité que je n'avais pas connue depuis des années. Non, je ne l'ai pas vendu. » L'incompréhension a plissé le front d'Antoine. « Comment ça? Il n'est plus là. » Je l'ai réparé. Et je l'ai donné au musée du village. Le silence qui a suivi était total. Sylvie a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Le visage d'Antoine est passé de la confusion à la colère. Une colère sourde. « Donné? Tu l'as donné? Mais c'est de l'argent. C'est notre héritage. Comment as-tu pu faire une chose pareille sans nous le dire? » Notre héritage. Le mot était lâché. Je me suis levé. L'entertainment. Je lui faisais face. Pour la première fois, je n'ai pas baissé les yeux. C'était le tracteur de mon père. C'était mon travail. C'était ma décision. Ma voix était basse, mais ferme. Chaque mot était pesé. Vous vouliez le vendre à la ferraille. J'ai préféré préserver sa mémoire. « Mais tu n'avais pas le droit, » a crié Antoine, perdant son calme habituel. « Le droit? Le droit de faire quoi de mon temps, de mes mains et des biens de mon père? L'héritage, Antoine, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi l'histoire. Le respect. Des choses que tu as oubliées. » Je les ai regardés tous les deux. Ils étaient des étrangers. Des étrangers qui s'inquiétaient de la valeur marchande de mes souvenirs. « La discussion est close, » ai-je dit. Je leur ai tourné le dos. Je suis rentré dans ma maison. Et j'ai fermé la porte. Dousement. Sans la claquer. Le clic du pène dans la serrure a été le son le plus libérateur que j'ai jamais entendu. L'inauguration du musée a eu lieu un mois plus tard. Tout le village était là. Le tracteur était la pièce maîtresse, garé au centre de la grande salle de l'ancienne coopérative. Il était magnifique sous les lumières, sa peinture rouge brillant de mille feux. Une petite plaque en laiton indiquait « Massey Ferguson, 1948 ». Don de la famille Dubois. Léo était à côté de moi. Il portait un costume. Il était fier. Il m'a tenu le bras. Antoine et Sylvie n'étaient pas venus. Ils n'avaient plus appelé depuis ce fameux dimanche. Les gens venaient me serrer la main. Des vieux, comme moi, qui se souvenaient du tracteur. Des plus jeunes, qui le découvraient avec admiration. Monsieur Martin, le maire, a fait un discours. Il a parlé de la mémoire, des racines, de l'importance de ne pas oublier d'où l'on vient. Il m'a remercié publiquement. Je me sentais Vu. Reconnu. Pour ce que j'étais, pour ce que j'avais fait. Ma nouvelle vie a commencé ce jour-là. Une vie plus simple, oui, mais pas dans le sens où l'entendait Sylvie. Une vie où je choisissais ce qui comptait. J'ai recommencé à jouer à la belote au café du village. J'ai appris à Léo à tailler les vignes. Il venait me voir chaque week-end. Nous parlions. Parfois, nous travaillions en silence. C'était un silence confortable. Partage. Un matin, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte. L'écriture était celle d'Antoine. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et je l'ai regardée un long moment avant de l'ouvrir. C'était court. Quelques lignes maladroites. Des excuses. Il disait qu'il avait parlé à Léo. Qu'il commençait à comprendre. Il demandait s'il pouvait passer. Seul. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis sorti sur le perron avec ma tasse de café. Le soleil se levait sur mes vignes. Le silence de la campagne était plein. Plein de dignité. Plein de paix. Le tracteur n'était plus dans ma grange,
Mais il était partout. Dans le respect des gens du village. Dans les yeux de mon petit-fils. Dans la solidité que je sentais à nouveau en moi. J'ai bu mon café. La porte de ma maison n'était pas verrouillée. Mais elle n'était plus grande ouverte. Pour y entrer, il faudrait désormais frapper. Et attendre que j'ouvre. Si je le décidais. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul.